Messieurs et dames, bienvenue une fois de plus à votre programme. Passage oblige, vous revient cette fois-là, très chers téléspectateurs et auditeurs, avec une thématique non la moindre, avec beaucoup de sujets liés aux élections, mais aussi à l'organisation politique dans notre pays. Nous allons traiter des cas d'élections qu'il y a eu en 2023, mais aussi en 2024, notamment les élections directes, mais aussi les élections indirectes qui ont eu à nous produire des gouverneurs, des vice-gouverneurs, mais aussi des sénateurs. Alors, très chers téléspectateurs, nous allons essayer d'analyser les péripéties, mais aussi tous les contours qui font que ces élections soient pas bonnes ou encore pas satisfaisantes ou encore qui conduisent à des cumuls qui n'enchantent pas du tout la population congolaise qui est aujourd'hui estimée à 100 millions de personnes, mais qu'est-ce qui fait que les mêmes personnes reviennent, que les mêmes visages, les mêmes figures viennent avec autant de postes? C'est là que la question du cumul des postes va ressurgir dans cette émission, très chers téléspectateurs, afin de trouver des solutions, mais aussi de proposer quelque chose à nos législateurs pour que des choses soient changées pour le bien de la population congolaise. Pour ce faire, nous avons sur ce plateau, elle n'est pas à sa première fois dans notre programme, très chers téléspectateurs. Il s'agit de Madame Patience Dinanga Mujinga, bien sûr, qui est avec nous ici. Elle est dans l'enseignement, entrepreneur, mais aussi opératrice politique. Avec elle, nous allons traiter de toutes ces questions dans Passage oblige. Bienvenue dans notre programme. Merci. Vous allez très bien? Oui, je vais très bien. Et déjà que on a posé les jalons de ce programme de ce jour, et est-ce que la présentation est complète? S'il y a quelque chose que vous pouvez ajouter? Je crois que l'essentiel a été dit. Quelque chose à ajouter? Ah oui, je me rappelle de fervente chrétienne. Tout à fait. Ah oui, c'est la casquette que j'ai oubliée. Oui, oui. Et c'est la plus prépondérante, on dirait ici. Oui, oui. Ah, donc chrétienne et politicienne, est-ce que ça s'enchevêtre? Oui, ça va ensemble. Comment ça? Plusieurs langues se délient pour dire que la politique n'est pas compatible à la chrétienté. Bon, dire que la politique ne va pas avec la chrétienté, c'est carrément demander à Dieu de nous mettre dans un monde à part quand on devient chrétien. Hein? Quand nous sommes dans ce monde, nous vivons avec tout ce qui nous entoure, mais sans oublier de ne pas nous conformer au siècle présent. Voilà, c'est pas facile d'ailleurs. C'est pas facile. C'est pas facile de ne pas se conformer aux siècles actuels. Oui, c'est pas facile, mais c'est pas impossible. C'est pas facile, mais aussi pas impossible, très chers téléspectateurs. Avec elle, nous allons parler de ces sujets, bien sûr. Alors, c'est quoi votre regard sur les élections passées, où vous avez d'ailleurs participé en 2023? Oui, nous avons eu l'opportunité de participer à ces élections. Une expérience par laquelle nous avons beaucoup appris, certainement. Nous avons ajouté un plus à notre parcours en tant qu'actrice politicienne. Et par rapport à la façon dont les élections se sont déroulées, nous pouvons dire qu'en gros, ça n'a pas été si mal. Comme toutes les œuvres humaines, il ne manque pas d'imperfections. Il y a eu des problèmes ça et là, mais de façon générale, on peut dire que ça ne s'est pas si mal passé et surtout que nous évoluons dans un système où l'après-élection, ce qui intéresse beaucoup plus les gens, c'est devenu la paix d'abord. Exactement.
après que la les paix élections, règne, oui, bien sûr. qui est calme. Qu'il n'y ait Et pas la de paix, tension. qu'il n'y ait pas de tension. Mhm. Donc le fait que le Congo est calme, malgré les troubles qu'il peut y avoir ça et là, mais ces troubles jusque-là n'ont pas un rapport avec les résultats élections, voilà. des élections. Oui. Donc on peut dire quand même que les élections, en gros, se sont quand même bien passées. Vous ne voulez pas qu'on vous appelle candidate malheureuse? Non, non. Je ne suis pas une candidate malheureuse. Je reste heureuse d'avoir participé à ces élections. Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon particulièrement? Bon, par rapport à ces élections qui viennent de se passer, on a appris beaucoup de choses. On a appris que avant, exemple, de postuler, ça doit prendre vraiment un long moment. Il ne faut pas attendre la veille des élections pour s'élever, commencer les actions en 2 mois, en 3 mois. Non, non. Déjà, chaque jour, quelqu'un qui a des ambitions politiques doit vivre en fonction de ces ambitions-là. Donc, le rêve que tu as pour demain, le projet que tu as pour demain, tu dois y travailler chaque jour. Donc, des petits objectifs quotidiens vont t'amener à atteindre cet objectif. Exactement. Et c'est un conseil que vous donnez gratuitement à tous les opérateurs politiques ou à ceux qui aspirent à la politique. Oui, et même à la vie de tous les jours, bien sûr. De tous les jours. Et même par rapport au sujet dont nous allons parler ici, ça va entrer aussi dans ces cadres-là. Ne pas croiser les bras, continuer, persévérer, donner encore plus pour arriver à ce que aux échéances prochaines, que les résultats puissent être meilleurs. Parce que nous croisons les bras pour attendre encore en 2028, nous risquons d'avoir les mêmes résultats. Voilà. Alors, on va vous avoir en 2028 comme candidate. Si Dieu nous garde. Alors, un candidat qui vous a peut-être marqué positivement durant les dernières échéances, particulièrement. Bon, en fait, si ce n'est pas une obligation, on passe. Voilà. Alors, on va passer sur cette question-là, mais je pense que vous avez la réponse et vous allez me la donner en coulisses. Alors, très chers téléspectateurs, le décor est planté pour, bien sûr, qu'on parle élection à RDC, mais aussi tout ce qui va avec. Alors, en commençant par les élections présidentielles, législatives couplées, voilà. Il y a eu ce qu'il y a eu, il y a eu des contentieux, il y a eu la Cour constitutionnelle qui est intervenue, il y a eu tout ce qu'il y a eu, il y en a eu qui avaient été invalidés et puis révalidés et tout ça. Ça, n'est-ce pas là une forme de discrédit jeté sur les résultats ou encore sur la CENI? Oui, c'est ces contradictions qu'il y a ici, je peux les appeler comme ça. Tantôt, on publie ces résultats. Je peux même dire que c'est la première fois qu'on a invalidé plus de 40 personnes après les élections. Là, mais avant cela, il y a eu d'abord cette liste de 82 personnes invalidées pour des raisons jusque-là. Voilà. Ils ont corrompu, ils ont eu des machines, tout ça, c'est un sujet. On ne sait même pas si on continue à enquêter sur ce sujet. La CENI, dernièrement, n'avait pas déposé des preuves pour ces dossiers-là. Et puis... Donc, toutes ces choses qui ont été constatées ne donnent pas vraiment du poids et à notre CENI et aussi à la Cour constitutionnelle. Parce que la Cour constitutionnelle vienne confirmer les résultats, après il y a des réclamations, on récupère encore d'autres personnes. On a appelé ça erreur matérielle. Oui, des erreurs oh mon Dieu. Tout ça, bon, on peut toujours trouver des mots pour justifier cela, mais ça entache quand même à la réputation, à l'image qu'on a de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas quand même comme un... Et de la justice d'ailleurs. Vous voyez un peu la Cour constitutionnelle, c'est à la tête de la machine. Surtout que le président de la République n'était pas vraiment en bon, on dirait en bon terme, ou encore avec une bonne appréciation par rapport à la justice congolaise. Il a lui-même interpellé un peu le ministre de la Justice pour que
certains dossiers soient suivis comme il faut. Donc, alors, parce que vous parlez du ministre ou de la ministre de la Justice qui a été interpellée, est-ce que ça ne semble pas que le président de la République, lui aussi, n'est pas tout à fait d'accord avec certaines choses? Bon, on ne sait pas confirmer qu'il n'est pas d'accord avec ça. On peut certainement, comme on l'a dit, les imperfections ne manquent pas, mais... Et des suspicions, il peut en avoir. Certainement. Parce que l'interpellation arrive avant les élections des gouverneurs et des sénateurs. Oui. Et il y avait déjà des bruits de corruption et tout ça. On a demandé aux députés de ne pas recevoir des pots de vin, de voter les gens comme il faut, tout ça. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on le dit toujours. Exactement. Peut-être on a observé ce qui s'est fait lors des élections passées, parce que c'était la 4e expérience. Ah oui. Et peut-être en fonction de ce qui s'est passé lors des élections. Comment on en est à cette expérience-là? Est-ce qu'on n'est pas en retard par rapport à l'amélioration? Parce qu'on devrait aller crescendo pour atteindre quand même un niveau de perfection. Parce que vous allez vous rappeler que les élections de 2023 ont été organisées d'ailleurs, bon, en fait, un seul jour bien sûr, mais des jours différents dans différents sites par exemple. Et puis, ça donnait ce que ça donnait. Est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas vraiment avancé? Bon, dire qu'on n'a pas vraiment avancé serait un peu trop fort. Il y a eu quand même des améliorations, ça et là, par rapport à la façon d'organiser les élections. Nous avons apprécié la façon dont on a publié les résultats présidentiels. Ah oui, bureau par bureau, voilà. Avec une compilation, tout à fait. Mais par rapport aux éléments qui peuvent faire que la CENI ou les institutions qui publient les résultats des élections puissent être crédibles, je crois qu'on n'a pas vraiment fait un grand pas. Parce qu'on doute toujours. Déjà, les gens vont généralement voter en se disant, bon, ils pensaient déjà qui sera élu. Donc, on dirait que sur ce plan-là, on n'a pas vraiment avancé. On se demande, les gens qui ont voté en 2023, s'ils seront encore en mesure d'aller voter en 2028, il faudra peut-être conquérir les plus jeunes qui sont tentés par le fait d'aller essayer ce que ça donne pour la première fois. Parce que dans plusieurs pays, il a été démontré que plus les échéances électorales passent, plus les gens n'ont plus le goût d'aller aux élections. Et d'ailleurs, même aux États-Unis et en France, c'est moins de 50% de taux de participation aux élections. Est-ce que ça ne sera pas le même cas en RDC? Bon, c'est les résultats aussi que ceux qui ont été élus vont nous présenter à la fin de ce mandat pourra aussi pousser les gens à aller voter. Mais si c'est juste en regardant la façon dont les choses se sont déroulées, il y a plusieurs déjà qui ont déjà décidé, moi, jamais voté. On va aller voter. Non. Donc, on risque qu'à chaque fois qu'il y a élection, que le taux de participation soit en train de diminuer. Mais on va quand même noter une amélioration. On ne parlera pas seulement des négatifs parce que ces dernières élections ont engagé plus de candidats, mais aussi plus de femmes que possible qu'il y a eu dans différentes élections déjà passées en RDC. Oui, par rapport au nombre de femmes, il y a eu augmentation. Le nombre de femmes a haussé. On est allé jusqu'à 17 plutôt. 17 quelque chose. Voilà. Oui. Donc on a, même si c'est parfois 2% qu'on ajoute, 1%, c'est difficile qu'on passe de 17 à 27% d'un coup. Généralement, on ajoute moins de 5%. Mais c'est quand même une amélioration. Il y a beaucoup de femmes aussi qui ont été quand même élues, même si le nombre reste toujours trop bas. Mais par rapport au nombre des candidats qui ont postulé,
Moi, personnellement, je ne considère pas ça comme une avancée parce que on a vu un peu les gens qu'on a ramassés de partout. Ah oui. Quelqu'un qu'on appelle le matin. Question de seuil. Oui, oui, tu as ton dossier, oui, on met son nom. Donc, il y a eu des candidats qu'on a mis juste pour remplir les listes, atteindre les seuils qui étaient fixés. Et ça, en tout cas, personnellement, je ne considère pas ça comme une avancée significative par rapport à l'organisation des élections dans notre pays. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes en train de recevoir pour vous ici Madame Patience Dinanga, avec qui nous sommes en train de parler de la période post-électorale, mais aussi de ce qui se passe, de tout ce qui est autour de ces élections, des bévues, mais aussi des situations normales ou constitutionnelles, mais qui n'enchantent pas notre population. Et d'ailleurs, j'ai parlé ici des cas des cumuls des mandats, et d'ailleurs, on va en parler ici. Alors, après décembre 2023, et déjà au mois d'avril, il y a eu différentes élections au niveau des gouvernorats, mais aussi des sénateurs. Et après cela, on a constaté qu'il y a d'abord les mêmes figures qui reviennent, parce que presque toutes les grandes figures de la politique congolaise sont de retour, à l'exception peut-être de Jean-Pierre Bemba qui n'avait pas postulé. Voilà. Et les autres, tous les classiques, se sont fait élire, d'abord à la députation nationale, mais aussi à la députation provinciale, alors que déjà en 2018, après 2018, on tentait de restreindre l'espace pour que quelqu'un ne postule pas, par exemple, à la députation nationale et à la députation provinciale. Est-ce qu'on a fait du surplace quant à ce? Parce que c'était déjà dans les désirata de la population, mais aussi du vœu du chef de l'État. Non, par rapport à cette situation-là, c'est une évidence. Dans notre pays, on est revenu sur ces cas depuis même avant 2018. Les mêmes personnes qui postulent au niveau provincial, au niveau national, au Sénat, on les retrouve. Et parfois d'autres, après, quand on postule les gouvernements, ils sont nommés en. Et d'ailleurs, actuellement, il y a l'ancien et l'actuel Premier ministre, parce qu'il est encore Premier ministre, il est ancien Premier ministre, il est député national, il est sénateur. Et bon, en fait, trois grandes fonctions dans un État qui est la RDC. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de cas un peu par-ci par-là, des personnes qui ont 4 fonctions, autant de fonctions. Jacques Yaboulakate, pour ne pas citer son nom, bien sûr, il est député national, député provincial, gouverneur, provincial, et plutôt député provincial, sénateur, gouverneur, voilà. Donc, pour l'instant, notre constitution, bien sûr, elle est contre les cumuls des mandats. Mais la constitution n'empêche pas à une personne de postuler voilà, comme député provincial, national, même si vous voulez aussi postuler au niveau local, c'est les conseils communaux. Voilà. Donc, tu peux le faire. On a eu des candidats qui étaient candidats président de la République et à la fois candidats député national. Les cas de Constant Moutamba, voilà, qui est même passé député national. Oui. Même lors des élections passées, je crois, Matata Poni aussi. Hein? Exactement. Et même à cette élection, il était... Oui, il était candidat, voilà. Président et puis député national. Donc c'est comme... mais aussi Martin Fayoulou aux élections passées. Oui, il était député national après son échec aux élections présidentielles. Donc c'est un peu comme si on est en train d'essayer plusieurs choses à la fois, on ne sait pas ce qui va marcher. Ah oui. C'est un peu dans ces systèmes-là. Et même pour d'autres, ce n'est pas vraiment le cas parce que
il y en a qui ont vraiment, même si la certitude n'est pas à 100%, mais ils sont quand même sûrs que quand je postule à 3 niveaux ou à 4 niveaux, je vais passer certainement. Mais pour ce qui est de l'exercice maintenant de ces fonctions, là, notre constitution est contre. Donc, on ne peut pas avoir 2 mandats publics au même moment. Donc, soit vous êtes ministre, soit vous êtes député, soit vous êtes mandataire dans une entreprise publique, soit vous restez au Sénat. Là, la position est claire. Même en 2019, après les élections de 2018, on était revenu sur ça. Il fallait choisir. Soit vous restez au gouvernement, soit vous restez à l'Assemblée. Le même cas, on a eu ça ici en 2024, lorsque on a validé les mandats des députés nationaux. On a le Conseil d'État a clairement demandé aux élus, soit de choisir, soit vous restez à l'Assemblée nationale, soit vous restez au gouvernement. Et il y avait même une conférence de presse qui avait été organisée dans laquelle le président a donné les raisons qu'il avait poussé à garder le gouvernement, vu la situation actuelle du pays, avec la guerre que nous avons à l'est de notre pays. Mais cela a été vu par certains acteurs politiques comme une violation de la Constitution. Parce que la seule institution dans notre pays qui doit assurer la continuité de l'État, c'est le président de la République. Donc, les autres, vu que tous n'ont pas été élus, il y a des députés qui n'ont pas été élus, et puis... il y a eu 31 ministres sur les 60 qui ont été élus. Mais il y en a aussi qui gèrent des grands ministères, par exemple comme l'honorable Vital Kamerhe, c'est pas un ministère qu'on peut... Mais curieusement, lui a suspendu sa participation au gouvernement. Oui. Curieusement. Oui, curieusement, il a accepté, mais d'autres, par exemple, comme le ministère de la Communication, là, le ministre continue de travailler. Il y en a d'autres. Mais il ne siège pas. Oui, il ne siège pas à l'Assemblée nationale. Ce sont leurs suppléants qui ont pris cette place-là. Mais pour ceux qui ont aussi des suppléants qui prennent la place du titulaire au niveau, par exemple, de l'Assemblée nationale, au niveau de l'Assemblée provinciale, est-ce que ces suppléants-là ont été vraiment bien choisis? Est-ce qu'ils ne vont pas travailler pour l'intérêt de leur titulaire? Bon, normalement, c'est ce qu'ils doivent faire parce que quelqu'un ne peut pas quand même te donner... tu ne peux pas mordre la main qui te nourrit, comme on dit. Et là, il y a un problème parce qu'en démocratie, nous avons le principe de la séparation des pouvoirs. Donc, vous ne pouvez pas à la fois être exécutif et à la fois être judiciaire ou législatif, non. Et si ceux qui sont au Parlement sont des gens qui sont là parce que ceux qui sont à l'exécutif ont travaillé et ils ont bénéficié du travail de ceux qui sont à l'exécutif, ça sera compliqué que ces gens-là puissent contrôler ceux qui sont à l'exécutif. Et aussi, quand nous élisons les gens, généralement, nous élisons, c'est le projet qu'ils nous présentent. Alors, quand vous nous présentez un projet comme député provincial, nous avons accepté votre projet, nous vous avons fait confiance. Mais après, vous allez travailler au Sénat. C'est lui que vous laissez là-bas. Même s'il ne va pas vous combattre en étant au gouvernement ou au Sénat, mais c'est un député par entière. Les suppléants qui prennent la place là, il est député. De tout le droit d'un député. Oui. Est-ce qu'il sera vraiment à la hauteur par rapport à celui que les gens avaient choisi? Par exemple, on a choisi l'honorable Sama Lukonde comme député national, mais lui décide d'aller rester au Sénat, par exemple. Est-ce que son suppléant là viendra défendre le projet que le président Sama ou l'honorable Sama avait au niveau de l'Assemblée nationale? Ça sera un problème. Et même si il cherchait à défendre, vu que lui aussi, c'est un député
autonome. Il va chercher aussi à sortir ses marques parce qu'il ne sera pas toujours derrière l'autre pour passer. Hein? Quand vous avez l'opportunité d'être député, même si vous l'avez gagné par le fait d'avoir été suppléant de quelqu'un, hein? Voilà, donc, Madame Passas, est-ce qu'il y a des conséquences directes sur les traitements, par exemple, des questions essentielles dues à la gestion de nos ministères, par exemple? Bon, les conséquences qu'il y aura, principalement par rapport au fait d'accumuler les mandats et de céder ces mandats aux suppléants. Pour le gouvernement, premièrement, on risque d'avoir toujours un gouvernement, mais on ne sent pas qu'il est vraiment contrôlé par l'Assemblée nationale. Les gouvernements qui n'est pas contrôlé, les gens sont là, ils travaillent. Nous avons connu beaucoup de cas, même au niveau des provinces. Les gens se sont plaints de beaucoup de gouverneurs durant les 5 années qui viennent de passer. Aujourd'hui, Jacques Yaboula est député provincial, et il a laissé sa suppléante, qui est d'ailleurs son épouse, voilà. Il est gouverneur, et en cas de contrôle parlementaire, vous voyez Madame, son épouse, voter une motion contre le gouverneur. Bon, sauf en cas de miracle, mais dans la plupart des cas, ça sera vraiment impossible que la suppléante du gouverneur Kiaboula puisse même initier d'abord, surtout initier là. C'est impossible parce que voter, là, tu peux même voter sans qu'il ne le sache, hein, n'est-ce pas? Oui, mais initier quand même une motion pour dire Monsieur le gouverneur, voilà, nous avons constaté telle chose dans notre province, venez vous expliquer. Là, vraiment, peut-être... Il y aura guerre à la maison. Oui, mais... Nous croyons quand même que notre classe politique est en train d'atteindre petit à petit une certaine maturité, bien que ça va à petits pas. Oui, parce que c'est lui, comme je l'ai dit précédemment, le suppléant là, qui prend votre place, il devient un député tout fait. Tout fait, voilà. Oui, on a même connu des cas... Dans la plupart des cas, ce sont un membre de famille, soit un très proche. Un proche, oui, oui. Voilà. Un proche, parce que c'est quelqu'un avec qui tu dois manger, n'est-ce pas? On avait encore... Le cas déjà Kiaboula au Sénat qui laisse Monsieur Christian Kounda, avec qui il a travaillé, oui, sénateur. Oui, sénateur, tout fait. Il n'est pas là-bas comme au suppléant du sénateur. Non, celui qui est sénateur plutôt, il jouit de tout. Oui, dû à ce mandat qu'il vient de gagner. Donc, le grand problème, c'est ce contrôle-là. Et nous voulons vraiment que les pouvoirs soient séparés. Hein? Que les pouvoirs soient séparés, que l'exécutif ne puisse pas influencer le pouvoir législatif ou les pouvoirs judiciaires. Et avec ce système où on a presque, quand vous prenez l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, vous avez plus de 10 suppléants, si je ne m'abuse pas. Oui, vous avez plus de 10 suppléants qui sont devenus députés, députés provinciaux. Et tous ces suppléants-là, ils vont travailler quand même en soutenant ceux qui ont fait qu'ils soient là. Alors, est-ce que c'est un problème dû à la lâcheté de la population, des jeunes, d'une certaine catégorie des gens, ou c'est parce que ceux qui sont déjà au pouvoir sont déjà puissants et il n'est pas facile de les détrôner, par exemple? Bon, on ne va pas parler ici de la lâcheté de la population, non. La population est en train de se réveiller petit à petit et nous apprenons quand même
certaines choses. Vous voyez, la connaissance, c'est la clé de beaucoup de choses. Nous avons été longtemps dans un pays où la grande partie de la population était vraiment dans l'ignorance. Même l'enseignement ici, c'est toujours un problème. Quand on doit évaluer par rapport au taux de la population, ceux qui ont fait des bonnes études, les taux restent faibles. Mais cette population-là est en train quand même de prendre conscience, et avec aussi l'aide des médias aujourd'hui, les gens sont quand même au courant de ce qui s'est fait ça et là. Mais moi, je crois que le problème ici, ce sont nos textes. Les problèmes, ce sont nos textes. La Constitution et la loi électorale n'interdisent pas à quelqu'un de postuler comme député national, à la fois député provincial, et puis vous revenez comme sénateur, comme gouverneur. Notre loi n'interdit pas cela. Il y avait encore, avant 2023, une initiative là concernant l'affaire des suppléants. On voulait que les suppléants, ça ne soit pas quelqu'un qu'on prend juste parce que, oui, quelqu'un de la famille, une épouse, un frère, tout ça. Mais cette loi-là n'était pas passée. Mais quand on va vraiment dans le fond, c'est bien qu'on cherche à faire voir que même dans la famille, on peut avoir des gens qui sont calés en politique. On ne va pas les mettre à côté juste parce qu'ils sont nos frères de sang, tout ça. On peut travailler avec eux. Mais quand nous allons vraiment dans le fond, on cherche juste à conserver ce qu'on a gagné là. On veut le garder. Parce que parfois, il arrive que tu laisses ton mandat à quelqu'un, tu vas au gouvernement, et en retournant, la personne refuse. Parce que quand vous rentrez au Parlement, je crois que les suppléants doivent accepter. Les suppléants doivent accepter de vous laisser encore votre place. Je crois qu'il y a déjà eu un cas comme ça dans ce pays où quelqu'un était ministre et quand il voulait rentrer à l'Assemblée, les suppléants a refusé. Parce qu'il a pris quand même le goût. Oui, être quand même député national, provincial, c'est quand même quelque chose, les honneurs que vous avez, tout ce que vous avez comme avantage, c'est pas facile à lâcher. C'est pas facile à lâcher parce que vous avez parlé des lois en rapport avec la restriction du cumul de mandats ou encore du droit de postuler à plusieurs échéances. Nous allons prendre par exemple le cas de la France. Je pense que la France avait pratiquement le même problème, le même cas, et on est parvenu à résoudre cela. Je pense en commençant par 1982, 2007 et enfin en 2012, on a réussi à restreindre cela, à se dire quelqu'un ne peut pas avoir plus de 2 mandats, par exemple. Quelqu'un ne peut pas postuler à plusieurs échéances à la fois. Est-ce qu'on ne peut pas se servir, par exemple, de ce cas pour avancer dans ce pays? Oui, la France, une vieille démocratie, un modèle pour le Congo et même pour plusieurs pays. Je crois que nous pouvons nous servir de cet exemple-là. Mais c'est quelque chose qui ne demande même pas d'aller à gauche, à droite, non. Il suffit juste que dans cette législature ici, que ceux qui ont été élus puissent accepter de proposer une loi qui va un peu restreindre le champ là pour postuler. Que ça ne soit plus, on est libre de postuler à 5 niveaux, à 10 niveaux, tout ça, même si on ne va pas exécuter tous ces mandats-là, mais pour ce qui est de postuler aussi, qu'on s'engage, que les gens acceptent de prendre les risques. Si tu veux devenir député national, défends ton projet en tant que député national, postule seulement en tant que député national. Si ça marche, gloire à Dieu. Si ça ne marche pas, tu reviens aux prochaines élections. Oui, et puis ce n'est pas que si vous ne passez pas une fois, vous n'allez plus jamais passer. Non. Quand vous ratez une fois, vous retravaillez encore, ça va donner quelque chose. Mais c'est un risque que beaucoup de politiciens n'ont pas vraiment l'intention de prendre.
Ils n'ont pas vraiment l'intention de prendre. Et les systèmes dans lesquels nous fonctionnons, c'est que plus vous avez des sièges, plus vous êtes fort. Ah oui. C'est aussi un moyen d'assurer aux partis politiques d'avoir des sièges. Par exemple, le président du parti sait que moi, c'est sûr, je vais gagner, je serai voté à tous les 4 niveaux, à tous les 5 niveaux. Alors, pour permettre à mon parti de gagner ces sièges-là, je prends, une certaine pression sur le regroupement, par exemple. Oui, voilà. Donc, je m'engage moi-même à gagner ces 5-là, mais je vais laisser ça à des suppléants qui pourront peut-être être à la hauteur ou ne pas être à la hauteur. En tout cas, ça reflète une certaine incertitude, mais aussi une quête, bien sûr, d'espace politique pour ainsi exercer la pression sur les regroupements politiques ou encore les plateformes électorales qui naissent dans notre pays. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas si vous allez considérer cela comme une leçon de démocratie. Au sein de l'Union sacrée pour la nation, il y a eu tractation sans suite par rapport à la candidature unique au niveau de l'Assemblée nationale. Et on a eu 3 grandes candidatures qui ne parvenaient pas à se départager. Et là, on a recouru aux primaires. Aux primaires, oui. Est-ce une belle leçon une belle leçon démocratique? Oui, recourir aux primaires, c'est une belle leçon démocratique. On a toujours apprécié ça quand nous voyons ça, par exemple, aux États-Unis. Les élections présidentielles, ça commence d'abord par le primaire, et puis à la fin, on a un candidat républicain, on a un candidat démocrate. Donc, c'est une première dans notre pays, en tout cas, d'avoir de primaires, même si c'est juste au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, mais c'est quand même une bonne initiative en tout cas. Est-ce que ça peut être implémenté à tous les niveaux pour avoir des candidats? C'est parce que, par exemple, la candidature de Jacques Yaboulaka n'était pas acceptée facilement. Et il y a eu toutes les tractations, il fallait que le secrétaire général de l'UDPS puisse intervenir, nous sortir des choses du genre ARDF et mosaïque de l'UDPS, tout ça pour convaincre les amis de l'Union pour la démocratie et le progrès social, par exemple. Est-ce que ça ne pouvait pas s'implémenter à tous les niveaux, par exemple? Qu'on fasse, bon, ces consultations-là qui se font en coulisses, c'est aussi une sorte de primaire, mais des primaires qui sont officieuses, si on peut le dire ainsi. C'est une sorte de primaire, mais on peut le faire aussi de façon officielle, par exemple pour les élections, surtout pour les élections indirectes. L'idée de primaire serait une bonne chose, mais pour les élections directes, pour moi, au niveau de la présidentielle, ça peut marcher. Mais pour la députation nationale, la députation provinciale, ça sera vraiment compliqué qu'on dise, ici à Lubumbashi, par exemple, l'Union sacrée a choisi ses 14 candidats à la députation nationale. Là, ça sera vraiment impossible, vu le nombre des partis politiques. Et avant 2028, d'autres vont naître, et ça aussi c'est un problème. Il y a même des acteurs politiques qui disent que c'est parmi les domaines qui ont réussi dans notre pays, les pluralismes les pluralismes des partis politiques, donc ça pousse comme des champignons, comme on dit. Ça serait vraiment impossible pour la députation nationale, la députation provinciale, mais pour les élections indirectes comme les gouverneurs, les sénateurs, les vice-gouverneurs, les maires, tout ça, les maires adjoints, les bourgmestres, on peut commencer à passer par le primaire et vous avez parlé parce que vous avez cité direct et indirect, voilà, les élections directes et indirectes. Il y a une opinion qui pense que les élections des gouverneurs devront être directes carrément. Est-ce que c'est aussi votre avis?
Bon, si on doit... Vu qu'il y a beaucoup de suspicions, de corruption, et tout ce qui s'ensuit. Bon, jusque-là, en tout cas, même les élections au niveau présidentiel, tout le monde n'est pas d'accord avec les résultats, n'est-ce pas? Tout le monde n'est pas d'accord avec les résultats, et même au niveau indirect, c'est normal aussi que tout le monde ne puisse pas être d'accord avec ces résultats, surtout que l'opinion publique, il y en a plusieurs qui pensent que c'est les fruits des compromis entre élus, on s'est promis des choses, peut-être on se passe des enveloppes, et c'est en fonction de ça que les gens choisissent. Ce n'est pas vraiment le projet, ce n'est pas vraiment l'apport de cette personne-là. L'infraction sur la corruption est difficilement prouvable. Probable, oui, oui. Il faut avoir des preuves, hein, des preuves matérielles pour dire que tel a corrompu, tel autre. Oui, oui. Ça reste vraiment un problème. Mais si nous devons aussi organiser toutes les élections de façon directe, c'est aussi coûteux. Imaginez si vous devez voter, c'est pas 10 personnes ou 15 personnes avec les systèmes qu'on a. Avec la machine à voter, c'est facile. C'est juste cliquer sur... Bon, ça reste quand même semi-manuel parce que... Ah oui. Oui, ce n'est pas... Il y a même le président de la République qui avait également émis ce vœu-là. Oui, oui. Donc, peut-être pour les gouverneurs parce que ils représentent quand même, c'est la haute autorité de la province. La province est une grande entité administrative. C'est d'ailleurs... La population se retrouve dans son dirigeant. Oui, dans son dirigeant qui est le gouverneur. Peut-être on peut comprendre ces soucis-là parce que c'est une grande entité. Après le pays que nous formons ensemble, c'est la province qui vient juste après. On peut avoir ces soucis-là et surtout que beaucoup de gens n'ont pas senti que les assemblées provinciales travaillent vraiment pour pousser le gouvernement à faire quelque chose. Comme je le disais aussi, il y a eu des plaintes par-ci par-là, tel gouverneur il n'a rien fait, tel gouverneur il n'a rien fait, tel gouverneur n'a rien apporté. Mais il a été là jusqu'à la fin du mandat. Ça c'est d'abord un problème parce que l'Assemblée est là. Donc le gouverneur on peut le voter aujourd'hui, mais si on voit que ça ne va pas, on peut le destituer. Il y a eu seulement quelques petits cas, ça et là, mais en général, la majorité des gouverneurs ont fait 5 ans. Ils ont fait 5 ans et quand la population voit cela, parfois ça n'encourage pas. Ça pousse un peu les gens à dire que ce sont donc les gouverneurs à l'Assemblée dans sa main. Donc, il est là. Il travaille aussi comme le président de la République jusqu'à la fin de son mandat. Voilà, un signal que notre temps est vraiment consommé. Vraiment. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire en même temps à nos élus, mais aussi à la population congolaise, surtout en projetant les futures échéances électorales, mais aussi en jetant un coup d'œil à notre constitution, encore à notre loi électorale, qu'est-ce qui peut être bougé afin que les choses soient vraiment à l'image de ce grand peuple qui est composé de plus de 100 millions d'habitants. Oui. La RDC. Bon, je vais commencer avec les élus, ceux qui nous représentent. Vous êtes là pour nous. C'est un pouvoir que nous vous avons légué et nous croyons que vous nous représentez en pensant premièrement à nous qui vous avons donné ce mandat-là. La population congolaise a beaucoup d'attentes par rapport à ce quinquennat. Donc, nous demandons aux élus vraiment d'être à la hauteur. Nous ne voulons pas que ça soit encore un lot d'excuses à la fin du mandat où il y a eu ceci, il y a eu cela. Je crois que dans tous les pays du monde, il y a des problèmes. Il n'y a pas un pays où il y a vraiment, on peut dire, la paix. Parce que la paix, l'avoir vraiment comme il faut, sans aucun souci, c'est comme un idéal qu'on poursuit, mais
qu'on n'atteint presque pas. Dans tous les pays, il y a des problèmes. Dans le nôtre aussi, il y en a. Mais avec nos problèmes, avec nos conditions, essayons de faire de notre mieux, donner quand même le meilleur de vous-même, donner le meilleur de vous-même à cette population qui vous a fait confiance. Nous ne sommes plus à la période de contester les résultats, quoi que ce soit. Nous avons déjà accepté les résultats qui nous a été donnés. Vous avez déjà le mandat. C'est à vous de faire quoi? De travailler, d'être à la hauteur. L'opinion publique aujourd'hui pense que tout ce qui motive les gens pour aller en politique, c'est juste le gain, qu'on va y gagner. Mais je demande à ceux qui ont été élus de nous prouver le contraire. Montrez-nous vraiment que vous avez l'amour du Congo et du Congolais. Donc, et c'est votre travail, ce que vous allez faire qui va montrer. Il y a des pays qui se sont développés dans moins de 20 ans, qui sont arrivés à construire des grandes choses dans moins de 20 ans. Donc, c'est pas impossible pour la RDC. S'il y a des gens, individus, une seule personne capable de faire 10 bâtiments en une année, que dire d'un pays avec toutes les ressources que nous avons. Donc, nous demandons à ceux qui ont été élus d'être vraiment à la hauteur, de prouver cet amour qu'ils ont tant chanté pendant la période électorale. Pour la population congolaise et particulièrement pour tous les jeunes en tout cas qui se sont engagés en politique, je nous demande en tout cas de ne pas croiser les bras. Bien que l'Assemblée nationale est là pour contrôler l'exécutif, mais nous aussi nous pouvons contrôler cet exécutif-là. C'est dans nos prérogatives. Oui, et quand nous voyons que les choses ne se font pas, l'Assemblée ne fait rien, nous pouvons nous lever nous aussi. La population peut initier des pétitions. Ce sont des choses qui se font. La population peut pousser qu'on change une constitution dans un pays. Il suffit de récolter un certain nombre de signatures et la procédure sera vraiment enclenchée. Donc, nous ne devons pas croiser les bras, rester dans nos maisons, dire qu'ils fassent leurs histoires, nous leur avons laissé les pays. Non. Les développements de ce pays nous concernent, nous tous, chacun d'abord dans ce qu'il fait et aussi contrôler tout ce qui s'est fait. Quand il y a des problèmes, nous soutenons les pouvoirs qui sont en place, mais quand il y a des problèmes, il faut savoir les dénoncer. Exactement. Ce n'est pas quand vous dénoncez un problème que vous glissez directement dans l'opposition. Non. Donc, c'est ce que je demande particulièrement à la population congolaise en général et aux acteurs politiques en particulier. Alors, on a vraiment fini. J'ai une petite question qui me taraude l'esprit. C'est par rapport aujourd'hui aux différentes pairs qui ont été élus dans nos provinces, parce que nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Combien de temps particulièrement vous accordez à ce duo Jacques Yabula Kaldé et M. Kazembe comme vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga? Bon. Je pensais que ça va marcher. S'il y a de la volonté pour que ça marche, ils vont y arriver, mais on ne sait pas jusqu'où ils sont prêts à se sacrifier pour la cause de la population, mais si ça ne marche pas, on va tout de suite comprendre qu'il y a des intérêts égoïstes. C'est ce qui va peut-être les pousser à ne pas aller ensemble, mais nous leur demandons seulement, comme on l'a dit à tous les élus, d'être à la hauteur. Nous attendons en tout cas de quelque chose. Nous voulons quand même que les choses bougent dans notre pays. Ça fait quand même plus de 60 ans que nous sommes un État indépendant. Hein? Nous voulons quand même que les choses bougent. Si vous aviez un petit conseil à leur donner, ou des axes prioritaires que vous considérez, vous, quels en sont ces axes-là? Bon, parmi les axes prioritaires que moi je peux donner, il y a le social de la population, il y a l'éducation. L'éducation dans notre pays est en train, petit à petit, de se mourir, si je peux dire ainsi. Il y a beaucoup de choses à voir dans les domaines éducatifs dans notre pays. C'est un domaine
qui demande vraiment beaucoup de sérieux. C'est ça même l'avenir de notre pays. Je demande vraiment qu'ils s'impliquent dans ce domaine-là. La sécurité aussi, le mandat qui a fini. Peut-être ici à la fin, il y a eu quand même un moment de calme, mais les premières années là du gouverneur Jacques Yabula, il y avait vraiment un problème d'insécurité à Lubumbashi, particulièrement ici à Lubumbashi, nous sommes à Lubumbashi, voilà. Il y avait un problème d'insécurité, vraiment les gens ne se sentent plus à l'aise dans la ville, oui, oui, et les gens sont attaqués même en pleine journée, donc la sécurité c'est très important, nous ne pouvons pas nous développer si nous ne nous sentons pas en sécurité. On aura même peur d'arranger les maisons, de faire ceci ou cela parce qu'on se sent en insécurité partout. Je demande vraiment qu'ils puissent mettre de leur mieux, faire de leur mieux pour les problèmes de la sécurité, mais aussi l'insalubrité. Ah oui. L'insalubrité, en tout cas, la ville, la province est devenue très sale. Et aujourd'hui, nous avons des sérieux problèmes écologique avec l'environnement, tout ce qu'il y a. Vous avez vu cette année, les pluies ont été rares, très rares à Lubumbashi. Je ne sais même pas s'il y a vraiment des bonnes récoltes, mais par rapport à ces pluies, on ne peut pas attendre des bonnes récoltes, on ne peut pas se dire qu'on saura se prendre en charge par rapport à la saison passée agricole. Donc, nous demandons vraiment qu'on prenne ces domaines de l'environnement très à cœur parce que ces sols, ces terres que nous respirons, c'est ça d'abord notre première grande richesse. Si nous détruisons ça, nous allons laisser quel Congo à nos enfants? Donc, nous demandons vraiment qu'ils puissent travailler dans ces domaines-là, veiller sur l'environnement, l'éducation, la sécurité, mais aussi la vie sociale. Les emplois qu'on nous a promis par le chef de l'État, nous les attendons en tout cas, nous les attendons. Et aussi soutenir les entrepreneurs, soutenir les entrepreneurs. Vous pouvez vous lancer, mais pour avoir un marché dans ce pays, en tout cas, c'est compliqué. Les marchés, on peut lancer des offres, mais vous déposez juste pour déposer. Donc, c'est vraiment compliqué, qu'on encourage vraiment les entrepreneurs, que les gens se retrouvent. Il y a beaucoup de jeunes qui osent. Il faut vraiment les soutenir, ces jeunes-là, et avoir des millionnaires et des milliardaires congolais, comme c'est le vœu du président de la République. Merci beaucoup, Madame Patience, d'être venue. Merci à vous de nous avoir reçus encore une fois de plus. C'est votre maison et j'espère que nous serons dans la joie de vous recevoir la prochaine fois. D'accord, merci. Nous sommes à la fin de cette émission, très chers téléspectateurs et auditeurs. Merci à la dextérité technique signée Lorraine Moukonkole, mais aussi Tercia Tumba. Merci à toute la grande équipe ITC Productions. Merci à Maman Bibi qui nous a offert ce cadre. Merci également à toute la grande équipe en régie dirigée de main de maître par Hudson Bukasa. Merci aussi à Franck Lutumba pour la programmation. Nous nous retrouvons la fois prochaine.